Bonjour et bienvenue dans Tu savais, ça, le rendez-vous des sujets qui sont, vous le savez, strictement inutiles et donc rigoureusement indispensables. Aujourd'hui, on s'attaque à un mystère que tout le monde a déjà croisé au détour d'un musée. On s'est tous déjà promenés dans une galerie d'art antique et on s'est tous fait la même réflexion en regardant ces visages de pierre, qu'ils soient grecs, romains ou égyptiens. Alors, c'est juste la faute à pas de chance, l'usure du temps qui a fait son œuvre, ou est-ce qu'il y aurait quelque chose d'un peu plus intentionnel derrière tout ça? Allez, on va essayer de démêler le vrai du faux. Bon, commençons par l'explication la plus évidente, celle qui nous vient tout de suite en tête. La fragilité, tout simplement. En fait, la première raison, c'est une question de pure logique. Regardez un visage. Qu'est-ce qui dépasse le plus? Le nez? Il est plus fin, plus exposé. Alors imaginez des siècles et des siècles de chocs, de transports un peu brutaux, de pillages, sans parler de l'érosion par le vent ou la pluie. Forcément, le nez, c'est la première victime. D'ailleurs, on voit la même chose sur les doigts ou les oreilles, qui sont aussi souvent abîmés pour les mêmes raisons. Et pourtant, même si cette explication tient à la route, elle ne nous raconte pas toute l'histoire, loin de là, parce que parfois, la destruction, elle n'a absolument rien d'accidentel. Et c'est là qu'on entre dans la partie la plus fascinante, la plus symbolique du mystère. Le moment où la main de l'homme n'est plus maladroite, mais bien décidée à détruire. On a donc vraiment deux grandes catégories de causes qui s'affrontent. D'un côté, on a les forces de la nature, l'usure du temps, les accidents, et de l'autre, des actes humains, bien calculés, qui peuvent être politiques, religieux, mais qui sont toujours chargés d'un sens symbolique très fort. Pour bien comprendre, il faut complètement changer notre façon de voir les choses. Surtout dans l'Égypte ancienne, une statue, ce n'était pas juste un objet de décoration. Non, c'était considéré comme un réceptacle, une sorte de corps de substitution qui était habité par une force vitale, une partie de l'âme de la personne ou du dieu qu'elle représentait. À partir de là, la logique devient assez glaçante mais implacable. Si la statue est considérée comme vivante, comment on fait pour la neutraliser? Eh bien, on s'attaque à ce qui lui permet de vivre, le souffle. Et le souffle, il passe par où? Par le nez. Du coup, casser le nez d'une statue, ce n'était pas juste de la casse, c'était un acte symbolique très puissant, on l'empêchait de respirer. C'était une sorte de mise à mort rituelle pour étouffer son esprit. Et les raisons de faire ça, elles étaient nombreuses. Un nouveau pharaon voulait effacer toute trace de son prédécesseur, allez hop, on casse le nez de toutes ces statues. Un nouveau culte s'imposait, on tuait symboliquement les anciennes idoles pour neutraliser leur pouvoir. C'était un véritable acte politique, une façon de réécrire l'histoire directement sur la pierre. Et pour illustrer ça, parlons de l'exemple que tout le monde connaît, celui qui a nourri toutes les légendes, le grand sphinx de Gizeh. On la connaît tous, cette histoire, Napoléon qui débarque en Égypte et ses soldats pour s'entraîner au tir qui utilisent le nez du sphinx comme cible de canon. Ça fait une super anecdote, pas vrai? Eh bien non, c'est complètement faux. C'est une de ces légendes urbaines qui ont la vie dure, mais qui ne résistent pas une seule seconde à la vérification des faits. Il suffit de regarder les dates. On a des écrits du XVe siècle qui décrivent déjà la mutilation du nez, probablement par des iconoclastes. Ensuite, on a des dessins de voyageurs européens faits en 1737, qui le montrent, devinez quoi, déjà sans son nez. Et Napoléon, lui, il arrive quand? En 1798. Le mal était fait depuis des centaines d'années. Au final, toute cette histoire de nez cassé, qu'elle soit le fruit du hasard ou d'une intention, a complètement façonné la manière dont on perçoit l'Antiquité aujourd'hui. Et ça nous amène à un point super important. Il faut vraiment qu'on revoie l'image qu'on se fait de l'Antiquité. On imagine toujours ce marbre blanc, pur, un peu austère. Mais en réalité, il faut oublier ça. À l'origine, ces statues étaient peintes, avec des couleurs incroyablement vives. Leur visage, avec un nez bien en place, était hyper réaliste, presque vivant. Notre vision moderne est en fait une version un peu délavée, un peu fantomatique de ce qu'elles étaient vraiment. Et c'est là que réside tout le paradoxe. Cette dégradation, qu'elle soit naturelle ou volontaire, est devenue pour nous le symbole même de l'archéologie et du passage du temps. Ce visage incomplet est devenu la preuve, la cicatrice visible, des milliers d'années qui nous séparent de ces civilisations. Allez, pour finir, quelques petites infos bonus, inutiles et donc indispensables. Le mot icône, ça vient du grec eikon, qui veut dire image, et c'est la cible des iconoclastes, les briseurs d'images. En Égypte, on a retrouvé des séries entières de statues où seule la partie du nez a été systématiquement détruite, ce qui confirme bien l'idée d'un acte délibéré. Et le plus fou, c'est qu'aujourd'hui, cet héritage de l'incomplet est si puissant que des artistes contemporains créent volontairement des œuvres fragmentées. La boucle est bouclée. À bientôt pour un nouveau sujet.